Il existe des troupeaux entiers d'ânes sauvages en Asie qui parcourent les steppes, les déserts et les demi-déserts rocheux de ce vaste continent. Là-bas, la principale menace naturelle pour les ânes est le loup. L'objectif de la caméra des chercheurs capture souvent des scènes spectaculaires de loups et d'ânes qui se traquent et se battent. Ces combats sont épiques et tendus car les prédateurs agissent de manière très coordonnée et efficace. Ils se rassemblent en groupes de chasse assez importants et ont l'habitude d'agir très sérieusement. Les chasseurs expérimentés semblent se rendre compte que les ânes ne sont pas des proies faciles. Les chasseurs carnivores poursuivent tout un troupeau d'ânes en essayant d'éloigner les individus faibles et âgés, ainsi que les parents accompagnés de jeunes ânons. C'est une tactique typique des loups, mais ce qui est atypique, c'est la cohérence avec laquelle les ânes opèrent. Les prédateurs doivent poursuivre les ongulés pendant un temps particulièrement long pour éloigner un individu du troupeau. Les ânes ne paniquent pas, ne se dispersent pas dans différentes directions. Bien que l'entraide féroce et désintéressée entre ânes adultes non apparentés soit rare, ils font néanmoins preuve d'une étonnante fermeté de caractère face à ce dangereux prédateur. Les ânes montrent également la dureté de leurs sabots. Au cours d'une poursuite, un âne solitaire n'essaiera pas de jouer les héros et tentera de s'échapper de la poursuite. Il est incroyablement résistant, mais les loups le sont aussi. Lorsque l'âne trébuche et tombe, les prédateurs utilisent immédiatement la situation à leur avantage et se jettent sur la victime. Mais l'âne répond immédiatement au loup, le plus proche, par un coup de sabot écrasant à la mâchoire. Cela refroidit l'ardeur de tout le groupe et donne à l'ongulé quelques secondes pour se relever. Mais les ânes sont surtout connus pour leur entêtement, qui est leur trait le plus expressif, caractéristique de la plupart des individus de l'espèce. Si un âne ne veut pas partir, il ne partira pas. Il est très difficile de le faire agir contre sa propre volonté, que ce soit par la caresse ou par la force. Mais vous allez voir maintenant d'où vient ce trait de caractère chez ces ongulés. Les loups poursuivent un âne isolé et l'encerclent. Les prédateurs constatent qu'il est difficile d'attaquer un tel adversaire. Il réagit rapidement à chaque mouvement. Son corps est fort et musclé. Mais l'un des loups s'élance résolument vers l'avant, s'approche de l'âne et se jette à sa gorge. Le coup est parfaitement synchronisé. Le loup a visé juste et a saisi sa proie par le cou avec ses puissantes mâchoires, juste sous la mâchoire inférieure de l'âne. Il ne s'agit pas d'un choix aléatoire de l'endroit où attaquer. Le loup a frappé précisément au niveau de la trachée. Le cou de l'âne est très musclé et c'est probablement la seule partie vraiment vulnérable. L'ongulé s'est immédiatement effondré au sol et les loups ont cerclé la victime. Le loup, qui avait porté le coup, a encore serré les mâchoires pour étrangler sa proie. L'âne ne semblait pas avoir la moindre chance de survivre dans un tel désastre. L'évolution est clairement contre lui. Le loup, le plus fort, menace de lui écraser la trachée. Les autres l'entourent de différents côtés et ne lui permettent pas de s'échapper. Le loup a relâché son emprise, estimant apparemment qu'il avait causé suffisamment de dégâts à sa victime. Les prédateurs célèbrent presque leur victoire. La victime semble impuissante, mais ce n'est pas le cas. Regardez comme l'âne respire profondément et fréquemment, comme sa poitrine se soulève rapidement à chaque respiration. Sa trachée est intacte et sa volonté de survivre est également intacte. L'âne ne panique pas, il reprend des forces. Avec l'entêtement propre de son espèce, l'ongulé se lève instantanément dès qu'il se rend compte qu'il peut le faire. Bien sûr, l'âne a pris un risque, mais les loups l'ont sous-estimé et ne sont pas montés sur son dos à temps. L'ongulé est parvenu à se lever presque sans encombre, justement grâce à son incroyable entêtement. L'âne fit immédiatement quelques pas en avant, se libérant ainsi de l'encerclement. Les loups étaient un peu à la traîne. Ils étaient désemparés car ils ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part d'un âne ordinaire. Finalement, ils reculèrent et se mirent en quête d'une proie plus facile, tandis que l'âne parvint à conserver sa vie et même à rester plus ou moins intact. Et ce loup a décidé de jouer au tir à la corde avec l'âne, et selon ses propres règles de prédateur. L'animal carnivore saisit l'âne par le museau et le fait reculer brusquement. Le loup veut tirer l'âne, le déséquilibrer, le forcer à baisser la tête et endommager les tissus mous de son museau.
La prise sur les lèvres est la plus douloureuse car c'est l'une des rares parties sensibles du corps de l'ongulé. Mais malgré ces mauvaises conditions pour le début de l'affrontement, l'âne fait preuve, même ici, d'une incroyable obstination. Il résiste au loup et à la douleur. L'herbivore se dresse sur ses 4 pattes et ne cède pas. Grâce à sa musculature très dense et à son squelette plutôt lourd, l'âne pèse environ 3 fois plus lourd que le loup pour des dimensions relativement réduites. Même si ses crocs s'enfoncent dans son museau, l'âne utilise son avantage et refuse de se plier aux règles de son adversaire. Il pose ses sabots sur le sol et reste immobile. Cela dure un bon moment. Le loup ne peut pas faire descendre l'âne, il ne peut pas le priver de sa force. Les autres membres de la meute sont là, debout. Pourquoi croyez-vous qu'ils ne tentent pas d'attaquer l'âne par les pattes et la gorge? Ils ne sont pas sûrs de la victoire? Ils ne veulent pas subir des coups de sabot désespérés? Ou bien est-ce qu'ils respectent ainsi leur proie? Donnez votre avis dans les commentaires, quoi qu'il en soit. La meute se lasse d'assister à cette scène et la plupart des loups s'en vont bientôt. Il ne reste plus qu'un, celui qui n'a pas réussi à abattre l'âne. L'excitation du chasseur est évidente. Le loup renonce à saisir sa victime par le museau et s'accroche à la gorge de l'ongulé. Cela n'impressionne pas l'âne, il a tenu bon à l'époque et il tiendra bon aujourd'hui. Son entêtement déconcerte le loup. Il réitère son attaque, mais il reçoit un coup de sabot dans la gueule. Finalement, il se lâche de cette confrontation et le loup s'en va. L'âne a vaincu toute une meute de loups à force d'endurance et d'entêtement. Même les élans, qui ne pèsent qu'un peu moins d'1 tonne, ne peuvent pas se vanter de tel exploit. L'un des combats les plus intenses à impliquer un âne, il a été attaqué par un léopard des neiges, un chasseur très puissant et très fort. Bien que ce félin soit inférieur au léopard en taille, la puissance de sa morsure est très grande. La panthère des neiges se précipite sur l'ennemi à une vitesse incroyable et réussit à le saisir avec ses longs crocs, comprimant la trachée et le larynx. Pendant un moment, l'âne se contente de marcher. Il traîne la panthère des neiges derrière lui, comme s'il essayait de voir lequel des deux en aura marre le premier. En même temps, l'ongulé essaie de piétiner le corps du prédateur. Mais il faut reconnaître à la panthère des neiges que ce chasseur a de l'endurance. Son niveau d'endurance n'est peut-être pas assez élevé pour de longues poursuites, mais il est capable de serrer les mâchoires pendant très longtemps. Peu à peu, l'âne commence à manquer d'oxygène. Il étouffe et s'effondre. Est-ce que c'est fini? Bien sûr que non. La panthère des neiges ne se rend pas compte de ce à quoi elle a affaire. L'âne se repose. Après s'être allongé sur le sol pendant un certain temps, cette bête têtue se lève. Le prédateur tremble et il n'est pas prêt à cela. Le léopard relâche sa prise et manque aussitôt de recevoir un coup de sabot écrasant sa tête. Le chat se met à courir. Le serpent venimeux s'était approché trop près de l'âne. L'âne a pris peur et a décidé d'attaquer. Bien sûr, la toxine aurait pu arrêter le cœur de cet herbivore, mais il aurait fallu que le reptile morde l'âne pour y parvenir. La bête ne laisse pas au reptile l'occasion de le faire. Il saisit le serpent par le milieu du corps et le tire vers le haut. Le serpent est suspendu à la mâchoire de l'âne. Dans cette position, il ne peut pas se retourner et mordre le museau de l'âne. L'âne serre les mâchoires plus fort et brise la colonne vertébrale du serpent, écrase ses organes internes et se débarrasse du reptile en quelques secondes, même sans abîmer sa peau. Avouez-le, vous ne vous attendiez pas à ce qu'un animal qui ait la réputation d'être un animal de compagnie inoffensif et têtu se révèle être un combattant aussi coriace, n'est-ce pas? Quel cas de victoire d'un âne sur son adversaire vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous verrons plus souvent. Le balbuzard pêcheur est un prédateur assez coriace. Quelques-uns de ces oiseaux, dans leur propre nid, n'ont peur de personne. C'est une erreur. Ils ont sous-estimé l'aigle à tête blanche qui fonce droit dans le mur. Les 3 balbuzards voulaient peut-être attendre le siège et se battre dans les branches, mais leur plan a échoué grâce à une attaque rapide. L'aigle à tête blanche s'est écrasé sur le nid et a tout simplement balayé un balbuzard avec la même facilité que l'on prend une bouteille de yaourt dans un rayon de supermarché. Bon, désolé, je ne fais que traduire.
L'incroyable agressivité du rapace à tête blanche lui a donné un avantage qui a écrasé l'ennemi, même si les balbuzards étaient en supériorité numérique. Ils n'ont tout simplement pas eu le temps de s'abattre tous ensemble sur l'aigle. Il a agi avec trop d'assurance et de rapidité. Et en plus, il n'était pas seul. Un autre balbuzard s'est envolé du nid, mais sous ses branches, l'oiseau a été attrapé par le deuxième aigle à la tête blanche. Seul le troisième balbuzard est resté dans le nid. Il a eu de la chance. Si les aigles avaient pu s'emparer physiquement de l'oiseau, il l'aurait attaqué sans tarder. Le balbuzard était manifestement en état de choc. En quelques secondes, elle était la dernière de leur petite troupe. Cette haine envers les balbuzards est peut-être due au fait que ces oiseaux de proie se nourrissent de poissons. Ils volent à la surface de l'eau, à l'affût d'une proie, puis l'attrapent à la vitesse de l'éclair lors d'un vol plané. L'aigle à tête blanche aime également attraper les oiseaux directement dans l'eau. Un menu similaire, un style de chasse similaire, font d'eux des concurrents, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas de solidarité professionnelle entre eux, car les deux oiseaux prennent de grands risques. Cependant, si vous pensez que l'aigle à tête blanche peut se sentir en sécurité et faire peur aux autres rapaces, c'est pas vrai. Ce faucon est si courageux qu'il a décidé d'attaquer un oiseau de proie 4 fois plus grand que lui. Eh oui, monsieur, oui, madame. L'aigle à tête blanche ne s'attendait pas à une telle audace. Le faucon s'est jeté sur l'ennemi comme un petit chasseur spatial peureux sur un énorme croiseur spatial dans un épisode de la Guerre des Étoiles. Certes, le faucon est beaucoup plus petit, mais il a la vitesse d'une voiture de course et sa petite taille lui confère une telle maniabilité qu'il est difficile pour un œil humain de suivre ses mouvements. Il est probable que lorsque les militaires ont mis à un point les tactiques de combat aérien entre deux chasseurs, ils se sont appuyés sur l'expérience de ces combats. Le faucon arrivait par l'arrière, par le haut, pour porter un coup décisif et abattre l'ennemi. L'aigle à tête blanche est de grande taille et il ne peut être sérieusement endommagé que si vous le frappez à la tête. Mais le faucon a sous-estimé l'ennemi. L'aigle est lui-même un pilleur expérimenté. Il a eu le temps de remarquer l'attaque du faucon et d'y réagir, même s'il essayait d'approcher depuis un angle mort. Il s'est défendu d'une manière impressionnante et le combat rapide s'est transformé en une longue bataille aérienne. Les adversaires volaient à une vitesse phénoménale. L'altitude change constamment. À la moindre erreur, l'un des oiseaux, voire les deux, s'écrase au sol. Mais les courageux combattants à plumes poursuivent leur combat. Oui, ils aiment se battre. On dirait qu'ils s'entraînent, tout simplement, en fait. On dirait qu'ils se battent pour s'entraîner et rester en forme. Et ils choisissent délibérément l'adversaire le plus fort possible pour tester leurs propres capacités. En tout cas, l'affrontement entre deux aigles à tête blanche semble incroyablement épique. Il semble qu'ils aient appris à utiliser non seulement leurs griffes et leur bec comme armes, mais aussi les lois de la physique. Regardez comme l'aigle à tête blanche tend ses pattes vers son congénère. Sa force est si énorme que les deux oiseaux sont littéralement balayés par l'inertie du mouvement. Et l'impact les empêche de stabiliser leur vol et d'utiliser leurs ailes à 100%. Cependant, il semble que les oiseaux s'amusent beaucoup. Apparemment, ils sont dépendants de l'adrénaline. Bon, en fait, on ne trouve pas d'autre explication. Après tout, qui se battrait contre un adversaire égal, un prédateur grand et dangereux, pour un petit morceau de viande ou de poisson, qui est déjà abondant ici? Uniquement un amateur de sensations fortes. Cela force le respect. Moi je dis, n'est-ce pas? Le duel d'oiseaux de proie dans le ciel est incroyablement épique et spectaculaire. Les oiseaux risquent leur vie, mais au lieu de se laisser tomber au sol et de continuer à y découvrir leurs relations, ils s'attaquent l'un à l'autre encore et encore. L'agresseur s'est trompé en choisissant une victime facile et ne risque pas moins qu'elle. Car s'il abîme ses ailes, l'issue sera la même pour les deux combattants. Et ils attaquent les ailes tout le temps.
Celui qui esquive le coup doit les replier, ce qui modifie la trajectoire de vol. C'est un risque. Mais le changement de direction permet d'esquiver plus efficacement et de contre-attaquer. Les griffes se battent contre les griffes. La victime met ses lames en direction de l'adversaire et veut se battre jusqu'au bout. L'agresseur a manifestement sous-estimé le prédateur d'une autre espèce. Devant lui se trouve un chasseur et un combattant tout aussi féroces. Les guerriers à plumes tournent en rond et font de la voltige pour attaquer l'ennemi encore et encore. C'est que le début, d'accord. Curieusement, ces duels ne se terminent pas souvent de manière fatale. Surtout si les deux adversaires sont à peu près de la même catégorie de poids. C'est une bonne chose, d'autant plus que de nombreux grands oiseaux de proie sont aujourd'hui menacés d'extinction. Les vautours se nourrissent généralement de charognes. Ils n'ont donc pas besoin de chasser, de poursuivre et de manœuvrer des proies rapides et peureuses. En revanche, ils sont souvent en concurrence avec d'autres charognères, qu'il s'agisse de leur propre espèce ou de divers mammifères. Pour repousser un chacal ou un coyote, le vautour doit faire preuve d'excellentes aptitudes au combat. En outre, ce mode de vie leur a permis d'atteindre une taille impressionnante. Regardez-moi ça. Le poids et l'envergure des vautours dépassent souvent ceux des aigles, même de grande taille. Mais lorsque ce charognard a décidé de s'emparer de la nourriture d'un aigle royal solitaire, il a manifestement sous-estimé son adversaire. Le rapace a réagi instantanément. Il a avancé ses pattes griffues et l'a attaqué. Le rapace n'a même pas essayé de fuir, de battre en retraite ou de s'envoler pour attaquer d'en haut. Il a choisi de se battre au sol et a fait preuve d'une telle habileté comme s'il avait étudié les arts martiaux pendant plusieurs années. Regardez avec quelle élégance il bloque, part et évite les coups de son adversaire. L'aigle royal est moins grand que le vautour. Il recule donc, mais il le fait facilement et gracieusement, sans paniquer, en gardant son équilibre pour une contre-attaque. Il parvient ainsi à éviter toute blessure, ce qui, dans le cas d'une attaque par un ennemi aussi gigantesque, est déjà un exploit. Bien sûr, face au loup, le coyote ne semble pas être un prédateur aussi dangereux. Mais en fait, c'est un chasseur habile et adroit, ainsi qu'un charognard effronté. De la taille et du poids d'un gros chien, le coyote est physiquement plus fort que presque tous les oiseaux. Il est 6 à 7 fois plus lourd et plus massif qu'un aigle à la tête blanche. Et l'envergure du coyote n'est pas un obstacle. Lorsqu'il a remarqué que les oiseaux se régalaient de charognes, il a décidé de ne pas participer au repas, mais d'abord d'arracher de la nourriture à ses rivaux à plumes. Puis d'attaquer certains d'entre eux, s'ils ne s'envolent pas dans des directions différentes, bien sûr. En fait, l'aigle ne s'est pas enfui. Mais le plan du coyote échoua. Il a sauté sur l'aigle pour le balayer sur lui. Les battements d'ailes qui sont incapables de faire de réels dégâts et peuvent tout au plus confondre un tel prédateur n'ont pas aidé l'oiseau non plus. Le coyote a manifestement déjà eu affaire à des charognards à plumes. Aussi ignore-t-il les battements d'ailes un peu plus et ses crocs se refermaient sur la gorge de l'aigle. Mais la bête s'est trompée d'ennemi. L'oiseau a délibérément laissé son rival s'approcher et a asséné un puissant coup de griffe en plein sur la gueule du coyote. Cela a refroidi ses ardeurs et l'a forcé à se replier sur la carcasse. L'aigle est sain et sauf et fait demi-tour pour tourner à la nourriture dans quelques instants. Il est peu probable que le coyote ait le courage d'attaquer à nouveau. Pas s'il veut garder les yeux ouverts, bien sûr.